Bonjour à toutes et à tous, nouvelle journée, nouvelle vidéo, oui ça n'arrête pas et encore c'est pas fini, on se retrouve demain pour une critique de film, demain soir pour le live sur la trilogie Riddick, samedi et dimanche 2 autres films et ensuite tout le reste des jours de la semaine jusqu'à la fin du mois, des critiques de séries, adaptations de jeux vidéo, des grosses séries et un live sur The Walking Dead, on en reparlera demain soir, et Avatar 2, il faudra que j'aille le voir au cinéma, ainsi que À couteau tiré 2 avec Daniel Craig. Donc vous voyez, tout ça sans compter les top films et séries de l'année 2022. Autant vous dire que là, tous les jours, il va y avoir des vidéos. Mais pour l'heure, on va parler d'un film que j'aurais beaucoup aimé aller voir. En fait, à la base, j'avais prévu d'aller le voir au cinéma. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne me souviens même plus pourquoi d'ailleurs, j'ai tellement eu d'imprévus cette année, j'ai pas pu aller le voir. Et c'est dommage parce que ça, c'était vraiment un film à voir sur grand écran. En plus, avec un acteur que j'aime énormément, je vous en ai parlé cette année, j'ai fait une mini semaine spéciale sur lui, Brad Pitt. Ce film, c'est Bullet Train. Et c'est un blockbuster qui a franchement du cœur, c'est fun, c'est jouissif, c'est délirant, il se passe énormément de choses, c'est ultra rythmé, les personnages sont tous, certains attachants, mais en tout cas, ils sont tous iconiques. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ils ont tous une personnalité qui leur est propre, bien détachée les uns des autres. Tous ont leur moment où ils tirent leur épingle du jeu, leurs scènes marquantes, leurs dialogues marquants. Et c'est un film qui fait beaucoup penser dans le style, mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas que ça arrive au niveau, mais dans le style, ça fait penser à du Tarantino. Et oui, ça fait penser à du Tarantino, ne serait-ce déjà que pour la réalisation qui est chapitrée, où on se concentre sur certains personnages, il y a des allers-retours en arrière, des scènes qui arrivent à la fin, qui se passent avant, qui nous permettent de comprendre. J'aime beaucoup ce genre de montage, alors, pas pour tous les films non plus, mais là, ça s'y prête. Et donc, je vais vous en parler sans spoilers, parce que bien que ça fasse 4 mois qu'il soit sorti, il sort aujourd'hui en DVD Blu-ray, bien que ça fasse environ 4 mois qu'il soit sorti au cinéma, tout le monde n'a pas forcément eu le temps de le regarder. Et j'aimerais vous garder la surprise parce qu'il y a des grosses surprises, notamment au niveau des caméos dans le film. C'est un blockbuster 5 étoiles parce qu'il y a un casting de malade. D'ailleurs, le film a coûté 85 millions de dollars. Il s'est bien remboursé. Je vais vous dire les chiffres tout à l'heure, il s'est bien remboursé quand même. 85 millions de dollars. Non seulement ça se voit à l'écran, mais on sent que les 85 millions, ils sont aussi partis dans le salaire des acteurs, parce que vu les acteurs, vous allez voir, c'est de la folie. Donc, le synopsis. On y suit Coccinelle, joué par Brad Pitt. Coccinelle, qui est un tueur à gages, qui a fait une petite retraite spirituelle pour se remettre les idées en place, pour rester zen. En fait, il est allé chez son psy parce que c'est un petit peu un taré, donc bon, forcément, quand t'es tueur à gages, t'es pas très bien dans ta tête. Il est allé chez son psy et il est devenu un adepte de la non-violence et il est de retour au boulot et sa patronne va lui téléphoner pour lui donner un contrat. Il veut un contrat, pas prise de tête, pas d'assassinat, pas de gerbe de sang, pas de coup de hache, de flingue. Non, il veut même pas porter de flingue. Il veut juste un contrat très simple. Il doit voler une mallette. En l'occurrence, c'est très simple. Une mallette dans un train, un bullet train. Au Japon, les bullet trains, c'est les trains à grande vitesse. Bullet, c'est une balle, autrement dit à la vitesse d'une balle. C'est des trains qui existent en réalité. Il y en a un au Japon, il y en a dans d'autres pays. Et ces trains peuvent aller à au moins plus de 250 km/h. Donc il va dans ce train qui a l'air en apparence assez désert, mais on rencontre différents personnages hauts en couleur dans les wagons. Lui, il doit voler cette mallette, sortir du train et la remettre à sa patronne. Sauf que cette mallette, il y a beaucoup de monde qui sont aussi à ces trousses, à cette mallette, notamment 2 tueurs à gages qui s'appellent Mandarine et Citron. Ouais, ils ont tous des noms barrés, c'est le principe du film. C'est tous des pseudos. Et on commence à connaître les identités au fur et à mesure du film, jusqu'à la fin où les identités nous sont révélées de certains. Et donc Mandarine et Citron, ces 2 tueurs à gages, sont à la recherche du fils du parrain de la pègre du Japon, donc qui est à la tête des Yakuza, qui est un russe qui a pris la place d'un Yakuza en le liquidant il y a plusieurs années en arrière. Et donc ce parrain de la pègre russe à la tête de Yakuza, qui se fait appeler la mort blanche, il a un fils. Et donc ces 2 tueurs, Mandarine et Citron, non seulement doivent retrouver son fils, l'escorter et le protéger, mais surtout retrouver la mallette qui appartient à ce parrain de la pègre et qui contient 10 millions de dollars, je crois, à l'intérieur. En tout cas, plusieurs millions de dollars, mais il me semble que c'est 10.
Mais en plus de ça, il y a d'autres tueurs à gages venus de différents pays, avec différentes identités, qui ont tous des contentieux les uns avec les autres, certains qui viennent pour la vengeance, d'autres pour d'autres intentions. Et au milieu de tout ça, on a un japonais qui est le père d'un enfant qui est à l'hôpital, dans le coma. Et ce père, il connaît l'identité de celui qui a mis son enfant dans cet état-là. Et il sait que cette personne est dans le train, il vient pour venger son fils. Mais il va avoir affaire à... Voilà, ce n'est pas qui les tueurs que l'on croit. Et donc cet homme, il a aussi un père joué par Hiroyuki Sanada, qui a un rôle très important dans le film et qui va intervenir dans la deuxième partie du scénario, avec qui d'abord il va être en contact par téléphone et qui ensuite va retrouver les protagonistes. Mais je peux pas vous en dire plus. Et tous sans exception ont un lien les uns avec les autres, parfois des liens du passé, parfois des liens du présent, parfois des liens familiaux. C'est ultra fun, ultra barré, ça va à 200 à l'heure. Et en plus de tout ça, comme si ça suffisait pas, il y a un boomslang. C'est un des serpents les plus venimeux au monde. Je le sais, j'ai la phobie des serpents. Et comme j'ai la phobie des serpents, je me mate souvent des documentaires de serpents histoire de me faire flipper. Je sais, je suis un peu masochiste, mais c'est une thérapie. Et il y a un boomslang qui a été volé dans un zoo ou dans un vivarium, je ne sais plus, peu importe, et qui se balade dans ce train. Bien évidemment, il n'a pas été volé par hasard, il a été volé par un tueur ou une tueuse à gages, parce qu'il y a aussi des hommes, il y a des hommes et des femmes tueurs et tueuses à gages. Et donc ce boomslang, c'est un danger de plus. Autant vous dire que la mort rôde dans tous les wagons. Beaucoup d'humour, beaucoup de punchline, beaucoup de personnages hauts en couleur. Et ça tombe bien parce que le casting, c'est un des plus gros points forts du film. Et gros point positif aussi, j'ai retrouvé mon ancien portable qui était mort, mais qui en fait n'est pas si mort que ça. Du coup, je m'en sers comme bloc-notes. Et je vous ai noté le casting ainsi que certains points positifs. Parce que comme je ne peux pas tout retenir de tête, j'essaye de me décharger en l'écrivant. Donc, le film est réalisé par David Leitch. David Leitch, qui était le co-réalisateur du premier John Wick avec Chad Stahelski, qui a réalisé lui tout seul Atomic Blonde avec Charlize Theron. J'avais pas aimé ce film. Deadpool 2 très bon, mais moins bon que le 1. Et Fast and Furious Hobbs and Shaw, le spin-off avec Vin Diesel et Dwayne Johnson. Et si je ne me trompe pas, il me semble, je sais plus, mais je crois qu'il y avait Ryan Reynolds, il me semble, dans Hobbs and Shaw, qui faisait un rôle d'entremetteur. Bref. Le casting. Alors, Brad Pitt, je vais peut-être pas vous faire l'offense de vous le représenter, vous le connaissez tous. Si vous le connaissez pas, c'est peut-être que vous êtes atterri sur Terre il n'y a pas longtemps, parce que Brad Pitt, voilà, hein, il faut quand même le connaître. Joey King, qui joue aux côtés de Brad Pitt. Joey King, elle, si son visage vous dit quelque chose, elle avait été révélée notamment dans White House Down de Roland Emmerich. Vous savez, la chute de la Maison Blanche. Il y avait deux projets à l'époque, c'était en 2013 et l'autre en 2011. Il y avait deux projets, la chute de la Maison Blanche, celui de Antoine Fuqua avec Gérard Butler et celui de Roland Emmerich avec Channing Tatum. Eh bien, elle jouait dans celui de Roland Emmerich avec Channing Tatum et elle faisait la fille de Channing Tatum. À l'époque, forcément, elle avait presque 10 ans de moins et depuis, elle a joué dans plein d'autres films, y compris la trilogie Kissing Booth. Il me semble que c'est des films sortis sur Netflix, des trucs à l'eau de rose là pour les ados. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé. Aaron Taylor Johnson. Lui, c'est pareil, il est ultra connu. Normalement, j'ai pas besoin de vous le présenter. Kick-Ass, Quicksilver dans le MCU. Il a joué récemment il a joué en 2014 dans Godzilla et il va jouer récemment dans un film que je n'irai pas voir, Kraven le chasseur. Kraven le chasseur en mode homme soja, vegan, animaliste, antispéciste. J'irai pas voir ce film. Hein, ils font n'importe quoi, Sony. Non, j'irai pas voir ça. Brian Tyree Henry. Donc, Aaron Taylor Johnson joue le rôle de Mandarine. Brian Tyree Henry joue le rôle de son frère jumeau. Autrement dit, c'est barré, parce qu'il y en a un qui est blanc, l'autre est noir. Frère jumeau, ça marche pas. Mais bon, ils se font appeler les jumeaux. Brian Tyree Henry, je vous en ai parlé récemment dans Causeway, le film sur Apple TV+, avec Jennifer Lawrence, pour lequel elle risque d'avoir une nomination à l'Oscar, critique dispo sur la chaîne. Il a joué dans Les Éternels, un des meilleurs films de la phase 4 de Marvel. Et il avait joué avant ça dans Godzilla vs Kong, qui était très très bon. J'en avais pas fait la critique, mais j'avais adoré.
Hiroyuki Sanada, donc comme je vous disais, qui a un rôle très important, mais je peux pas trop vous en dire parce que ce serait du spoil, révélé dans Le Dernier Samouraï aux côtés de Ken Watanabe et Tom Cruise, et qu'on a vu dans énormément de films, notamment il fait presque souvent des rôles soit de Yakuza, soit de samouraï. Récemment, on a pu le voir dans Mortal Kombat, dans le rôle de c'est Hanzo Asashi, ouais, c'est Scorpion dans le dernier Mortal Kombat, et normalement il devrait revenir pour la suite. Son fils, joué par Andrew Koji, alors c'est peut-être un des seuls qui est moins connu que les autres, parce que les autres c'est des stars aussi. Andrew Koji, il est quand même connu. Si vous avez suivi sur ma chaîne, je vous avais fait la critique de Snake Eyes, le reboot de G.I. Joe, donc centré sur Snake Eyes, et lui, il joue le rôle de Storm Shadow, donc le pendant le pendant mauvais, le frère maléfique, entre guillemets, de Snake Eyes. Donc Storm Shadow, c'était Andrew Koji qui le jouait, et donc ici, il fait le fils de Hiroyuki Sanada. Il est là pour venger son propre fils à lui, histoire de famille. Michael Shannon qui joue le rôle de la mort blanche, donc le rôle de ce parrain de la pègre. Michael Shannon, voilà, pareil, General Zod et tellement d'autres films, je vais pas vous... Midnight Special avec lui, excellent Midnight Special de Jeff Nichols. Michael Shannon qui est ultra charismatique dans le film, très iconisé, ils lui ont mis des cheveux longs, ils lui ont mis une voix, enfin, des scènes de folie, mais je vais y revenir, la réalisation est un très très gros point fort. Logan Lerman qui fait le fils de Michael Shannon, donc celui que les deux tueurs à gages, Mandarine et Citron, sont censés protéger. Alors pareil, Logan Lerman, je l'avais pas reconnu, hein, Percy Jackson ou la série Hunters sur Amazon Prime. Et parmi les autres, alors il y en a certains qu'on voit un petit peu plus, d'autres un peu moins. On a Karen Fukuhara qui me semble jouer dans Suicide Squad, Mazi Oka qui jouait dans la série Heroes, ainsi que Zazie Beetz qui fait une tueuse à gages, Zazie Beetz, hein, Joker, Deadpool 2. Et enfin, on a Channing Tatum dans un rôle très savoureux, très humoristique. Son rôle est, franchement, c'est barré. C'est barré et c'est un des rôles les plus hilarants du film. C'est un des seuls personnages qui n'est pas un tueur à gages dans ce train. C'est un PNJ, comme on dit dans les jeux, c'est un personnage non jouable. C'est un PNJ random, il est là, et en fait, il va servir à chaque fois de prétexte pour faire le lien entre différents personnages. Il est un petit peu dans son rôle à la 21-22 Jump Street. Franchement, il est excellent, Channing Tatum dans le film. Et ensuite, il y a deux gros acteurs-actrices que je ne vous révèle pas, qui font des caméos hein, de quelques secondes, quelques minutes. Vous les connaissez très bien, mais je vous garde la surprise. Ils apparaissent vers la fin du film, furtivement, mais voilà, on sent que David Leitch, c'est une grande famille. Voilà, c'est une grande famille de plein d'acteurs qui ont tous joué les uns avec les autres, qui se sont côtoyés. Donc David Leitch a fait appel à certains avec qui il a déjà bossé. Donc le budget de ce film est de 85 millions, c'est beaucoup. Et le box-office mondial est de 240 millions, donc trois fois la mise de départ. C'est pas énorme quand on y réfléchit, 240 millions, mais quand même, 3 fois la mise de départ, c'est très très bien. Et en France, il a fait 1,5 million d'entrées. En tout cas, c'est les chiffres qui sont communiqués par Allociné, parce que il a dû faire un petit peu plus, mais à un moment donné, Allociné s'arrête de compter le box-office. Et j'en viens au gros point positif, donc autrement dit, en plus du casting, où ils sont tous, sans exception, excellents, mais vraiment, tous. Attachants, délirants, on sent que c'est des psychopathes, pour certains, au grand cœur. Alors, gros point positif, les scènes de baston, ultra efficaces. Ultra efficaces, les scènes de baston, certaines avec de l'humour, d'autres avec de la violence, d'autres avec humour et violence. Les scènes de baston, c'est ultra rythmé. La réalisation, donc le fait de filmer tout dans un train, donc c'est un couloir. Le film est un long couloir. Malgré tout, c'est tellement varié en termes de décor, en termes de personnages, en termes d'ambiance dans les wagons, qu'on a du dépaysement. Et puis il y a aussi des choses qui se passent en dehors des wagons. Le Japon, on a vraiment cette ambiance high-tech, technologie, le train à grande vitesse. Ça peut faire penser à un moment donné à du Mission Impossible, le premier avec Brian De Palma, où on avait une scène où il y avait Jean Reno sur un hélicoptère et Tom Cruise qui était sur la tête du train. Donc il y a pas mal de références cinématographiques.
Bien évidemment, il y a des références à Tarantino dans la manière de réaliser le film, dans la manière de structurer le récit. C'est franchement très très bien réalisé. L'action est propre, lisible. C'est pas du tout fouillis. On n'est jamais perdu dans l'action. Euh, Pareil vis-à-vis du serpent qui se balade. Il n'y a pas d'incohérence. On se dit pas, tiens, mais qu'est-ce qu'il fout là alors qu'il était là il y a quelques secondes. Il y a très très peu d'incohérence au niveau des personnages, des objets, du déplacement, parce que c'est vraiment la mallette, et c'est le MacGuffin du film. Mais on ne se dit pas, en tout cas moi je me suis pas fait la réflexion, attends, elle était là, maintenant elle est là, comment elle est passée de cet endroit, du point A au point B. Il n'y a pas d'incohérence, tout est bien structuré. Après, peut-être que ceux qui ont vu le film plusieurs fois, vous allez dire, attends, ici, c'est pas cohérent. Moi, je recherche pas la cohérence à tout prix. Je recherche à ce que ce soit fluide. Mais malgré tout, y a rien qui m'a sauté aux yeux en me disant, mais attends, c'est n'importe quoi, d'une scène à l'autre. On sent qu'il y a des coupes. Non, c'est vraiment bien structuré, c'est solide. Le récit est fluide. Et puis, visuellement, le film est plein de couleurs, de néons, de... Alors, il y a des explosions, il y a du sang, beaucoup. C'est vraiment pas un film pour les enfants. Le film a été interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie, interdit au moins de 12 ans en salle. Donc, éloignez les gosses, parce que quand je vous dis qu'il y a des gens qui se font trucider, c'est bien comme il faut. Hein, des gens qui pissent du sang de tous les orifices. Mais après, ça reste quand même de l'humour. C'est pour ça que je vous dis, ça fait penser à du Tarantino, c'est-à-dire violent, mais avec de l'humour. Et puis, gros point positif, et ce qui fait que ça, c'est un point très important que je note dans les films, la bande originale et notamment les chansons qui sont choisies. Et là, c'est là où je vous dis que ça pourrait être du Tarantino parce qu'on sent qu'il y a énormément d'influences musicales différentes dans la bande originale. Et regardez, j'ai noté certaines des chansons. Alors, on a Stayin' Alive des Bee Gees. C'est une reprise, hein. C'est pas les Bee Gees qui la chantent. Dans le film, c'est une reprise. Mais on a 500 Miles. Alors 500 Miles. Quand vous allez entendre la chanson, peut-être ça va vous faire comme moi, vous allez vous dire mais je connais cette chanson, mais je ne reconnais pas les paroles. Et en réalité, 500 Miles, c'est la chanson originale qui chez nous a été reprise par Richard Anthony, J'entends siffler le train. Vous savez, quand j'entends siffler le train, quand j'entends siffler le train. Voilà, bah, la chanson originale, 500 Miles Away, qui avait été composée par Eddie West, elle a été reprise par un très grand nombre d'artistes américains. Rien que je vais vous dire, vous allez comprendre. Johnny Cash, Bob Dylan, Joan Baez. Autant vous dire que c'est une chanson du folklore américain composée dans les années 60. Tout le monde connaît cette chanson aux États-Unis. Et chez nous, elle est sortie d'ailleurs dans les années 60, il me semble 62 ou 63. Richard Anthony qui a fait la reprise en français. Elle a été reprise par énormément de personnes jusqu'à Justin Timberlake récemment. Et cette chanson est très importante dans le film, on l'entend, ainsi que une reprise de Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler, que l'on avait pu entendre notamment dans la bande-annonce de Master of the Universe Révélation, la série de Kevin Smith, dont je vous ai fait la critique des 2 saisons sur la chaîne. Et une chanson japonaise, puisqu'on est au Japon, il y a une chanson japonaise, je n'ai pas retenu le nom, mais ça fait vraiment penser à la bande originale de Kill Bill. Donc vous voyez ce melting pot, ce mélange d'influences à la fois japonaises, occidentales, européennes, et ces personnages de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, et qui en réalité ont tous des identités différentes et se font passer pour ceux qui ne sont pas. En réalité, ils se connaissent. Ils ne sont pas vraiment de la même famille pour certains. Ils sont de la même famille pour d'autres, mais ils ne le disent pas. Tout ça fait que on est dans un film avec plein d'apparences trompeuses, plein de rebondissements et avec une action frénétique jusqu'au bout, jusque dans la dernière scène. Il y a même une scène pendant le générique de fin. On commence le générique, on s'interrompt pour avoir une scène et on continue le générique. C'est là où je vous dis que le montage est digne de films de Tarantino. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Je vous ai dit tout ce que je pensais de ce film sans spoilers, et ça dure déjà longtemps la vidéo, je vais m'arrêter là. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année, je l'ai vu et je vais le revoir. C'est ce genre de film qui est tellement agréable, c'est décomplexé. Ça se fait pas passer
pour ce que ça n'est pas. C'est un blockbuster avec beaucoup d'humour, beaucoup de fun, qui n'entend pas être un film d'auteur à réflexion ou un grand film avec des idées de mise en scène. Voilà, c'est pas du Scorsese, c'est pas du Coppola, c'est pas du Kubrick, mais on s'en fout parce que l'essentiel, quand on regarde ce genre de film, c'est que ce soit cool, que on prenne du plaisir, qu'on oublie un petit peu la réalité. Et pendant l'espace de 2 heures, j'étais totalement plongé dans le film. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si ça vous donne envie de le voir, ben, vous me donnerez votre avis quand vous l'aurez vu. Et je ne vous ai pas spoilé grand-chose parce qu'il y a pas mal de rebondissements. Donc comme ça, vous aurez la surprise. Merci à toutes et à tous et on se retrouve demain. Peut-être Pinocchio de Guillermo del Toro. En tout cas, demain soir, la trilogie Riddick. Et ensuite, samedi, un autre film. Et dimanche, encore un autre. Et après, ce sera des critiques de séries. Passez une bonne fin de semaine. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde.